Je vous la lis. Bonjour, l'hyperactivité de la vessie se travaille surtout par la prise de conscience, le comportemental, le schéma moteur. C'est exactement ça. Et effectivement, pour l'hyperactivité du détrusor, est-ce qu'on a une action en rééducation? Donc oui, on a une action en rééducation, entre autres avec les courants de basse fréquence, particulièrement le 10 Hz, qui a été validé scientifiquement comme étant ayant une action directement sur l'hypercontractilité détrusorienne. On peut aussi l'appliquer, donc on peut l'appliquer par voie vaginale, on peut l'appliquer par le biais du nerf sciatique poplité, donc c'est la stimulation tibiale postérieure. Et puis, parfois, dans certains cas, on peut être amené à l'utiliser en suspubien. C'est moins, c'est pas validé scientifiquement. Ça, c'est plutôt, je dirais, de mon expérience personnelle et on en reparlera peut-être plus tard. Ça marche aussi très bien en pédiatrie. Voilà. Donc, le DIR sur l'hyperactivité détrusorienne, ça marche très, très bien. Et puis, n'oubliez jamais tout le travail de fascia, de détente au niveau abdominal, suspubien, travailler tout ce qui va être tissulaire, tout ce qui va être adhérence, car des fois, les hyperactivités détrusoriennes sont aussi très liées donc au système neurovégétatif et il peut y avoir des épines irritatives et du stress qui rentre en jeu et ça fonctionne bien. Mais le 10 Hz est en général assez magique pour ça. La seconde question que nous avions, c'était donc, est-ce qu'il existe une corrélation entre la phase du cycle menstruel et la fluctuation des fuites urinaires. Alors oui, effectivement, il y a énormément de femmes qui rapportent une augmentation des fuites urinaires, particulièrement juste avant et pendant les règles. Donc il y a eu des études qui ont été faites. Je vous mettrai, si vous voulez, à la fin, je vais préparer une petite bibliographie, je pourrais vous mettre les références qui ont été faites donc pour montrer. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau de la périménopause, c'est-à-dire que pendant le cycle menstruel, on a une variation énorme des hormones, particulièrement les œstrogènes et la progestérone. Et ces hormones ont une action directe sur les muscles du plancher pelvien, sur les tissus du plancher pelvien, et particulièrement au niveau de la tonicité et de l'élasticité. C'est pourquoi, sur des cas, par exemple, d'hypermobilité urétrale, on a parfois une augmentation des fuites à l'effort au moment où le périnée est le plus imprégné, donc le plus fragile, enfin là où en fait on va avoir cette chute des hormones qui s'opèrent au moment des règles, où là on n'a plus du tout d'hormones. Donc dans les premières phases, si je vous rappelle le cycle menstruel rapidement, donc si on démarre des règles, on a donc très peu d'hormones pendant la phase des règles. Et puis, à partir de J4, J5, on a le début, on a surtout des sécrétions d'œstrogènes qui vont monter crescendo jusqu'au 14e jour, mais c'est vraiment des moyennes parce qu'on se rend compte que les femmes, en fait, ont des cycles qui fluctuent beaucoup plus que ce qu'on pense, qui vont correspondre à l'ovulation. Et à partir de l'ovulation et de l'émission de l'ovocyte, on va avoir le corps jaune qui va libérer beaucoup de progestérone. Donc, on va avoir une augmentation de la progestérone. Et on sait que la progestérone a un effet un peu, je vais dire ramollissant, c'est pas un très joli terme technique, mais qu'en tout cas, l'imprégnation hormonale de la progestérone a tendance à effectivement donner des muscles du plancher pelvien un petit peu moins toniques. Donc, c'est pour ça aussi qu'on retrouve et qu'on trouve au moment de la périménopause et de la ménopause, on sait que qu'il y a beaucoup de troubles du cycle menstruel et c'est parfois pour ça qu'on a des flambées des fuites urinaires également à ce moment de la vie particulier de la femme. La troisième question, c'était donc… Ah oui, on attaque le dur. Je l'ai mis au début. Effectivement, on a deux questions là qui vont porter sur la neurologie. Alors, les vessies neurogènes, c'est très compliqué. Ça nécessite quasiment toujours d'avoir des bilans urodynamiques, d'avoir des vraies investigations parce que c'est très complexe. Déjà, on va faire un petit rappel vite fait des deux types de vessies neurogènes qu'on retrouve. Donc, on a ce qu'on appelle les vessies acontractiles flasques qui sont plutôt liées à des neuropathies périphériques, où là, on va retrouver des rétentions vésicales. On a en fait une vessie qui est acontractile. Et puis, on a
les vessies hyperactives spastiques qu'on retrouve plutôt dans les neuropathies centrales, où là, on va donc avoir des contractions non inhibées du détrusor avec une hyperactivité détrusorienne. On va donc plutôt avoir des fuites par impériosité. Et puis, il y a le cas spécifique où on va avoir ce qu'on appelle des vessies mixtes, ou des vessies sur lesquelles on va avoir ce qu'on appelle des dysynergies vésico-sphinctériennes. C'est-à-dire qu'on va avoir une vessie qui est hyperactive, mais on va aussi avoir un sphincter urétral qui est hyperactif et qui, du coup, va donner des fuites urinaires et des rétentions. On va donc avoir les deux types de symptômes qui vont apparaître. Donc, est-ce qu'on peut guérir une sorte de blocage d'urine dans le cadre d'une maladie neurologique? Tout dépend d'où vient l'atteinte. Est-ce que c'est une dysynergie vésico-sphinctérienne? Et dans ces cas-là, la pharmacologie va nous aider et on pourra aller travailler sur la relaxation sphinctérienne et sur les conseils d'hygiène de vie, sur les conseils posturaux, comme par exemple s'asseoir à califourchon à l'envers sur les toilettes pour relâcher bien les muscles, pour essayer au maximum de prendre conscience et puis travailler éventuellement sur des courants de détente musculaire qui vont au niveau sphinctérien. On pourrait tenter, il n'y a pas d'études validées, mais moi j'avoue l'avoir déjà essayé, la T-CAR-thérapie sur les dysynergies vésico-sphinctériennes, parfois aide bien à détendre le sphincter urétral. Et puis, si c'est réellement une vessie hypotonique qui donc, on va avoir dans ces cas-là, on n'aura aucune urgenturie, on aura des fuites par débordement, c'est la vraie différence. Là, dans ces cas-là, on a très peu de médicaments qui permettent de rendre une contractilité. Nous, on va avoir aussi très peu d'actions à part apprendre justement à se relâcher, à vider, en essayant, en tout cas chez les femmes, parce que là on parle des femmes, d'éviter le plus possible qu'il y ait de descente d'organes, parce que souvent on apprend aux femmes à percuter leur vessie, à appuyer, là je pense particulièrement aux blessés médulaires, à certains cas de blessés médulaires, et le problème c'est qu'on risque effectivement de créer derrière des prolapsus. Donc on conseille dans les pathologies neurologiques et dans les vessies neurogènes, c'est vrai qu'on va toujours avoir un sondage intermittent mis en place pour pouvoir être sûr et certain qu'on assure une bonne vidange de la vessie. Et après, malheureusement, je ne peux pas vous donner une recette comme ça va vraiment être au cas par cas en fonction des patients. La question suivante, c'était, il me semble, sur l'hémiplégie. Donc là, je souhaiterais savoir si on peut avoir une amélioration sur le long terme du contrôle périnéal chez une patiente présentant une hémiplégie, et si oui, comment procéder? Alors là, ça va être la même chose. Une hémiplégie, on sait que ça récupère, et ça récupère beaucoup plus longtemps après ce qu'on pensait. Donc en fait, tout va dépendre de l'état aussi de la vessie et de l'atteinte vésicale, parce que l'atteinte sur les muscles du plancher pelvien et sur la perte de contrôle, ça, on va pouvoir avoir une action, on sait que la plasticité cérébrale est beaucoup plus importante que ce qu'on pensait, donc on va pouvoir avoir des légères améliorations, ou en tout cas pouvoir donner des trucs et astuces aux patients. Mais c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir vraiment l'atteinte au niveau neurogène, au niveau vésical. C'est ça qui va réellement nous donner les capacités de récupération de la patiente. Je sais que c'est très compliqué, la vessie neurologique, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Je l'aborderai, on vous en parlera, on va certainement préparer une formation sur la pédiatrie. C'est vrai que dans la pédiatrie, il y a beaucoup plus souvent ces cas de vessie neurologique, mais donc je serai obligée d'en reparler plus longuement. Mais c'est vrai que sur l'hémiplégie, ça dépend vraiment de l'atteinte cérébrale au départ et de l'atteinte neurogène au niveau de la vessie. La question suivante. On va arriver du coup maintenant sur les aides. Donc, je sais qu'il existe des boules de rééducation périnéale type geisha que l'on peut proposer aux patientes en auto-rééducation. Donc, à qui cela s'adresse-t-il particulièrement et comment on le propose aux patientes? Donc, la fréquence, la durée des exercices, le moment de la journée, est-ce qu'on le fait en double tâche? Elle est très complète cette question et en même temps, je crois que, je ne sais pas qui l'a posée, je n'ai pas, mais elle est très bien posée et il y a tout
C'est dire la réponse est dedans. Alors, je vais vous montrer, j'en ai un petit peu, j'ai beau être confinée chez moi, j'ai quelques petits dispositifs. Donc là, par exemple, je vais vous remontrer les cônes. Donc ça, ce sont des cônes de rééducation. Donc, vous voyez, on va avoir deux formes, deux tailles différentes. On va pouvoir les ouvrir et on pourra mettre à l'intérieur des poids. Donc, en fonction du moment où on va mettre des poids ou non, on va pouvoir travailler sur deux types d'exercices avec ces cônes. L'avantage de ceci, c'est que ce sont des cônes qui sont très légers. Ce qui veut dire que là, on ne va pas surcharger. Donc, on ne va pas forcément on ne va pas vouloir travailler tout de suite avec cela, un travail en force, mais peut-être un travail de verrouillage. C'est très intéressant de proposer aux patientes de mettre ces cônes et de faire, par exemple, 20 minutes d'une activité de la vie de tous les jours dans lequel potentiellement elles peuvent avoir des problèmes de verrouillage. Ça va être, je sais pas moi, faire leur ménage, la cuisine, aller faire leurs courses, s'occuper de leurs enfants, travailler, parce que travailler derrière l'ordinateur moins, mais ça peut être porter des choses, déménager. Et elles vont, en fait, au moment où elles vont faire un effort et où le plancher pelvien va être pris en défaut et ne va pas bien verrouiller, qu'est-ce qui va se passer? Le cône va avoir tendance à descendre. Il va donc faire un rappel extéroceptif qui va permettre au cerveau de dire « Ah, lorsqu'on fait ce mouvement-là, le périnée ne s'est pas contracté assez vite. Donc, la prochaine fois, il va falloir que je fasse attention. » Donc, on va avoir un double effet. On va avoir et l'effet qui va permettre de repérer les moments dans lesquels le plancher pelvien est pris en défaut et un effet de travail du verrouillage périnéal. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser ces dispositifs-là pour le verrouillage périnéal et pour la prise de conscience des moments où le plancher pelvien est pris en défaut. Après, on a d'autres. Alors, il y a plein d'autres types de cônes. Hein. Ceux-là, par exemple, ils sont déjà lestés, ils sont un petit peu plus gros. Et puis, on va avoir deux autres types de dispositifs, comme je vous avais montré. Donc, les perles d'exercice, on peut en mettre une ou deux. Et puis, ce dispositif, où on va avoir une petite tige qui permet d'avoir un biofeedback. Donc, la patiente va le mettre au niveau du vagin. Et lorsqu'elle va contracter, donc ça va ressortir là au niveau de la vulve. Et lorsqu'elle va contracter son plancher pelvien, elle va voir, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours là où on se pose la question. Donc, ça va remonter et donc, du coup, la petite branche va descendre. Donc, ça lui permet d'avoir un visuel chez des patientes qui ont du mal à bien visualiser leur contraction, à bien sentir si elles contractent ou pas. Le fait d'avoir ce biofeedback visuel peut être très intéressant dans un premier temps et on peut quand même l'utiliser également comme renforcement, puisqu'on va avoir des poids différents, puisqu'on en a 3 avec 3 tailles et 3 poids, sachant que le plus petit est le plus lourd. Je ne sais pas si j'ai les 3, si, je dois avoir les 3 qui traînent. Voilà, donc plus il est clair, plus il est gros et plus il est léger. Donc ça permet d'avoir une progression dans le temps. Donc ça, c'est vraiment pour aller travailler là du renforcement, ou en tout cas de la remise en route de la contraction. Donc, on va demander à la patiente, on va lui donner le même type d'exercice qu'on lui donne à la maison pour faire du renforcement avec des contractions. C'est juste qu'on va l'aider en ayant un dispositif intravaginal à avoir une meilleure perception de sa contraction et de son relâchement, et on va pouvoir mettre un poids qui va être équivalent à la résistance qu'on pourrait mettre quand on travaille en manuel et qui va lui permettre de renforcer. Donc, on a vraiment, et dans ces cas-là, donc on va lui demander de faire des séries de contractions. Donc, par exemple, 10 contractions qui vont durer 6 secondes avec 12 secondes de repos, qu'on va répéter une fois, 2 fois, 3 fois, donc des séries comme ça, et puis des contractions plus rapides, je serre, je lâche, je serre, je lâche, où là, on va aller être plus sur les fibres rapides. Donc, tout dépend de ce qu'on veut aller travailler, mais on va les faire travailler exactement de la même façon. Ça s'adresse vraiment aux femmes qui ont du mal à percevoir et qui ont besoin d'une aide extérieure pour, on va dire, s'accrocher et pour avoir, pour ne pas le lâcher et voir les résultats. C'est vrai que l'avantage, c'est que quand on travaille avec un cône, qu'on se rend compte que la première fois qu'on le mettait, on le mettait le plus gros, sans poids, et puis dès qu'on se baissait 3-4 fois, on l'avait perdu, il était au fond de la culotte, et puis qu'au bout de 3 semaines, on arrive à le tenir pendant une demi-heure en passant l'aspirateur et en mettant des poids, il y a quelque chose de valorisant qui permet d'avoir un retour sur les résultats. Les patients sont toujours très en demande
de ce retour et d'évaluer l'efficacité de ce qu'elles font. Et du coup, c'est vrai que c'est l'avantage de ces dispositifs. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, mais on pourra y revenir un peu plus en détail après. Ah oui, la fréquence, si. Donc moi, je le fais faire une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Par contre, rarement plus de 20 minutes, car le plancher pelvien, vous savez qu'il se fatigue très vite. Donc surtout, si on met des poids, c'est vraiment important. Et il y a un seul type de patiente à qui je ne propose pas ou je ne propose que les cônes vides, enfin sans poids. Ce sont les patientes qui ont déjà tendance à être hypertoniques parce que ça pourrait renforcer l'hypertonie de ces patientes. Et donc, si elles ont vraiment une difficulté, je serais plutôt éventuellement sur le petit dispositif type péritop où elles vont pouvoir travailler la mobilité et la visualisation de la mobilité de leur plancher pelvien, mais surtout pas sur des poids qui vont continuer de renforcer leur hypertonicité. Ah, grande question. Est-ce que le travail hypopressif peut aider dans la correction de la statique pelvienne ainsi que dans la rééducation périnéale? Ça, c'est toujours la grande question. Donc, on a eu un moment où on ne faisait que de la rééducation abdominale. Ça, c'était avant 85-86, avant le décret de compétence de la rééducation périnéale. Pourquoi? Parce que, comme on faisait de la rééducation abdominale, on avait parfois des fuites d'urine qui apparaissaient au moment de la rééducation alors qu'il n'y en avait pas avant. Donc, on s'est dit qu'il y avait peut-être effectivement quelque chose qui n'allait pas dans la façon de faire. C'est pour ça qu'ensuite, on a dit on fera d'abord de la rééducation périnéale, puis de la rééducation abdominale. Et puis là, c'est posé un autre souci, c'est qu'un plancher pelvien, il doit travailler dans sa fonction, donc il doit travailler en corrélation avec les muscles abdominaux, entre autres, et toute la statique et la posture globale. Donc, finir une rééducation périnéale sans avoir réinvesti ou en tout cas remis le plancher pelvien dans la globalité du corps, ça pose effectivement un souci. Donc, on a réfléchi le travail des muscles abdominaux. Il y a énormément de travaux qui ont été faits là-dessus. Les premiers ont été quand même très liés aux travaux de Hodges sur la statique lombo-pelvienne et la stabilisation lombo-pelvienne, où vraiment on voyait ce rôle majeur des muscles du plancher pelvien et du transverse de l'abdomen. Et de là, un certain nombre de techniques et méthodes ont été mises au point par différents rééducateurs et médecins. Alors, j'attire votre attention sur le fait que travail hypopressif, gymnastique hypopressif, c'est une marque déposée par Marcel Coffrier. Donc, la gymnastique hypopressif, et lorsqu'on parle d'hypopressif, normalement, on parle de la technique de Marcel Coffrier, qui date des années 2000, mais elle date toutes à peu près du même moment. Donc, cette technique est très spécifique et est vraiment basée sur un principe de posturologie et de travail en chaîne. Il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'on avait une amélioration des symptomatologies, entre autres de l'incontinence à l'effort, en ne faisant que du travail de gymnastique abdominale hypopressive. Donc, on ne peut pas, on va dire, remplacer la rééducation périnéale par le travail hypopressif. On a après d'autres choses qui sont venues, comme Bernadette de Gasquet avec son travail qui finalement ressemble beaucoup à la gymnastique abdominale de Marcel Coffrier, où Bernadette de Gasquet met l'accent effectivement sur ce complexe périnée transverse, sur cette précontraction constante avant de faire des mouvements, et va avoir ce même travail de rentrée de ventre, ce qu'elle appelle, elle, la fausse inspiration thoracique, qui correspond à l'aspiration diaphragmatique de Marcel Coffrier, où on va en fait faire une apnée expiratoire en ayant engagé le transverse, et ensuite on va simuler une inspiration sans laisser d'air rentrer. Alors, et c'est pour ça qu'on parlait d'hypopressif, puisque du coup, on n'a plus normalement de pression sur le périnée, contrairement aux exercices
abdominaux classiques où on est en raccourcissement du tronc et où on va, via le diaphragme aussi, venir appuyer et mettre le plancher pelvien en hyperpression. Donc, c'est très complexe, ce problème du travail hypopressif et du travail abdominal. Donc après, on a Blandine Calais-Germain, on a le Pilate qui arrive par derrière. Donc c'est vrai qu'on est tous, et beaucoup de thérapeutes sont perdus, les patients, c'est encore pire, sur est-ce qu'il faut faire du travail hypopressif ou non, est-ce que ça remplace? Alors, moi, je vais vous donner ma posture personnelle. Je pense qu'il n'y a pas, j'ai d'ailleurs oublié de parler, mais je l'ai fait volontairement, je n'ai pas parlé de la technique de Luc Guillarme, Abdo-MG, parce qu'il le dit lui-même, il ne considère pas que c'est une technique hypopressive. C'est pour ça que je ne l'ai pas inclus au départ dans la réponse. Donc, la statique pelvienne, quand on parle de statique pelvienne et que du coup, on parle de correction des prolapsus, moi, c'est ce que j'entends dans cette question. J'utilise effectivement beaucoup le travail abdominal, le travail du transverse en complément de la rééducation périnéale et je pense que c'est effectivement nécessaire. On ne peut pas avoir de bonne statique pelvienne si on n'a pas une bonne statique globale et une bonne posture. Donc, c'est une évidence qu'il faut aller travailler sur la statique, sur le travail abdominal lorsqu'on a des troubles de la statique pelvienne, puisqu'on sait que de toute façon, c'est en plus les hyperpressions abdominales, que ça soit par les sauts, par la toux, par les contractions excessives au niveau sportif, vont avoir une action directe sur la statique pelvienne. Est-ce que le travail hypopressif pur et dur est nécessaire? Je n'en suis pas toujours convaincue. Je pense que cela dépend des patientes. Mais dans le cas où on a une hypotonie avec une descente ou en tout cas une sensation de pesanteur, moi, effectivement, j'utilise ce travail hypopressif à ce moment-là parce que les patientes sont soulagées assez rapidement et il m'arrive de l'associer à d'autres techniques, comme par exemple à la Técart en même temps pour aider et avoir une régénération tissulaire en même temps. On fait par contre très attention sur ce type d'exercice lorsqu'il y a des diastasis, parce que ça, c'est un des vrais, ça peut être une des vraies contre-indications, c'est le diastasis sur le travail hypopressif classique. Et Marcel Coffrier lui-même le dit, on ne fait pas de gymnastique hypopressive sur un diastasis. Par contre, c'est vrai que s'il n'y a pas de diastasis et s'il y a une hypotonie du plancher profond, moi, j'ai observé et je continue d'observer qu'on a une vraie amélioration de l'hypotonie profonde du plancher pelvien. Mais je vous le dis, il n'y a aucune étude scientifique qui valide ceci. Si vous voulez plus de précision après, si vous avez d'autres questions à poser dessus, on y reviendra. Est-ce que la thérapie manuelle du périnée nous permet de guérir les pathologies pelviennes sans faire recours à l'électrostimulation? Alors, c'est une bonne question et en même temps, ce n'est pas réellement une question. Je pense que l'électrostimulation a des vraies indications. Par exemple, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par ça, sur une hyperactivité détrusorienne, l'électrostimulation, vous ne la remplacerez jamais par votre thérapie manuelle. Par contre, effectivement, en fonction des autres types de pathologies, on peut ne pas faire d'électrostimulation. Moi, j'ai un certain nombre de patientes avec lesquelles je ne fais pas d'électrostimulation. Après, est-ce que ce qui me dérange là dans la phrase, c'est le terme guérir, parce que je ne sais jamais vraiment ce que ça signifie. Guérir, c'est un terme, voilà, améliorer des symptômes, enlever des symptomatologies, oui. Après, guérir à proprement parler, c'est toujours compliqué. Mais effectivement, la thérapie manuelle, c'est une vraie aide, c'est un complément. Il faut vraiment que vous gardiez en tête qu'on a un panel de techniques énorme. On a énormément d'outils et il faut vraiment les visualiser comme étant des outils. Et c'est à vous, en fonction de votre bilan, en fonction de votre patiente, en fonction de ce que vous aurez observé, que vous allez pouvoir choisir quelle est ou quelles sont les techniques les meilleures et quelles sont les combinaisons les meilleures. Vous savez que ça a été prouvé plus d'une fois. Plus on va associer de techniques différentes et plus on aura et meilleurs seront les résultats. Donc,
on va vraiment aller travailler là-dessus. Donc, la thérapie manuelle du périnée, c'est très intéressant. Moi, je veux dire, je trouve ça très intéressant sur les douleurs, sur les dyspareunies, donc les douleurs sexuelles, sur les hypertonies, ça marche extrêmement bien. Sur un certain nombre de troubles d'hypotonie, de toute façon, on rééquilibre. Je crois que j'ai pas une patiente chez qui je ne commence pas en rééquilibrant son plancher pelvien. Et quand on rééquilibre le tonus d'un plancher pelvien, on fait de la thérapie manuelle. Donc, la thérapie manuelle, c'est notre travail manuel, c'est notre métier. C'est pas, voilà. Les ostéos, à un moment, sont allés sur ce terrain-là. Quand on est kiné ostéo, eh ben, on continue à le faire. Mais quand on est kiné, il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire parce que c'est de la thérapie manuelle. Travailler sur les fascias, travailler sur les adhérences, travailler sur les tensions, tout ça, ça fonctionne extrêmement bien. Et l'électrostimulation, on s'en sert quand on a une vraie pathologie voilà, détrusorienne. Si on a des troubles de perception, parce que ça a un effet proprioceptif intéressant. Si on a une patiente âgée avec des capacités cognitives limitées, bah, c'est vrai que des fois, on va plus facilement utiliser l'électrostimulation. Voilà, il faut vraiment imaginer que enfin, moi, j'ai jamais une rééducation où je fais 10 séances de stimulation. Ça me paraît complètement aberrant. Par contre, pouvoir s'en servir comme outil dans certains cas, ça peut être très intéressant. Mais la thérapie manuelle, pour moi, reste quand même notre outil de base et notre métier de base. Quel traitement et quelle efficacité pour le prolapsus en dehors de la chirurgie? Ben justement, on a commencé à en parler. Alors, le prolapsus, c'est vraiment, on estime que au-dessus de 50 ans, on a plus d'une femme sur deux qui présente un prolapsus. Le problème du prolapsus, c'est la symptomatologie. Un prolapsus asymptomatique reste parfois asymptomatique très longtemps. Donc, on peut avoir des tout petits prolapsus qui sont très gênants et on peut avoir des prolapsus assez importants du 2e, 3e degré qui finalement ne gênent pas tant que ça la patiente. Ça dépend de son activité, ça dépend de son âge, ça dépend de beaucoup de phénomènes. Donc, on a effectivement sur des symptômes à type de pesanteur, par exemple, on sait que la rééducation périnéale va très bien fonctionner. Il y a énormément d'études qui sont sorties là-dessus. Il y a l'étude POPI, entre autres, qui est, voilà, que je vous engage à aller regarder, et qui est composée de beaucoup de contractions du plancher profond, parce que là, par contre, sur un prolapsus, il faut vraiment travailler énormément sur beaucoup de contractions sur l'endurance et ne pas oublier les fibres rapides. Parce que très souvent, quand on a un prolapsus, on se dit que ce sont les fibres lentes parce que ce sont les fibres de soutien qui sont lésées et on oublie ces fibres rapides qui surtravaillent et qui du coup s'enraidissent et elles également ne remplissent plus leur rôle. Donc on travaille et sur des contractions longues et sur des contractions rapides. Mais surtout, on va travailler sur le mouvement, sur la remontée. Et on va associer tout ce traitement postural et tout ce traitement de gymnastique abdominale, alors que ça soit via le pilate, via la gymnastique abdominale de Coffrier, via des techniques qui ressemblent plus à de Gasquet. Voilà, on va avoir, et on a une efficacité. Mais l'efficacité, c'est votre patiente qui va vous la donner. Et dans les études, entre autres dans l'étude POPI, il a été démontré une réelle efficacité au niveau anatomique. C'est la première fois qu'on a réussi à démontrer qu'on pouvait repasser sur un prolapsus de stade 2 à un prolapsus de stade 1. Donc, c'est important de voir qu'on a toute notre place dans cette rééducation-là et que c'est à nous aussi de les dépister pour éviter d'en arriver au stade de la chirurgie. Parce que par contre, effectivement, une fois que on est extériorisé et qu'il y a une vraie gêne et qu'il y a des troubles de la vidange, là, ça devient compliqué. Mais on a aussi tout notre rôle dans expliquer aux patientes comment mettre un PCR, lui apprendre à mettre un PCR, lui apprendre comment l'enlever, voilà, lui apprendre à vivre avec ça, lui apprendre à gérer, à éliminer tous les facteurs de risque, la constipation, la perte de poids. Sachez que quand on perd du poids rapidement, par exemple avec
avec les anneaux gastriques, on va avoir souvent une flambée du prolapsus. Donc, c'est important chez ces patientes aussi de prévenir que si vous avez une patiente qui vient de se faire poser un anneau ou qui fait un gros régime, de lui dire attention, il y a beaucoup de graisse au niveau du plancher pelvien et au niveau abdominal, et c'est cette graisse-là qu'on va perdre, et cette graisse, elle permet aussi un certain soutien. Donc, on va aggraver ce prolapsus de façon, on va dire, transitoire, puisqu'après, ça va revenir. Il ne faut pas aussi, il faut les prévenir. Une des choses qui arrive aussi et qui désespère les patientes, c'est des patientes qui ont des incontinences urinaires masquées. C'est-à-dire que le prolapsus, parce qu'il y a un effet pelote de la vessie qui s'enroule et du coup, qui va faire un effet de clampage au niveau du col vésical, et ben du coup cette patiente ne va pas avoir de fuite urinaire, et puis quand petit à petit ça va se repositionner, on va avoir des fuites, elle va avoir des fuites à l'effort qui vont apparaître alors qu'elle n'en avait pas avant. Donc bien les prévenir que cela peut arriver et que ça va être une phase transitoire, mais de la même façon que ça peut arriver après la chirurgie, qu'une patiente qui avait un prolapsus et pas de fuite urinaire se retrouve avec des fuites urinaires. Donc voilà, on est dans le même procédé. Mais c'est vrai que on a une vraie efficacité quand on le prend à temps, quand la patiente elle joue le jeu, parce que là il faut absolument que la patiente elle travaille à la maison. Là il faut qu'elle fasse des contractions du plancher pelvien seule. Il faut qu'elle fasse des exercices posturaux. Il faut qu'elle fasse des efforts sur son alimentation, il faut qu'elle fasse des efforts sur sa vie de tous les jours pour éliminer tous ces facteurs de risque, elle adapte sa pratique sportive, voilà. Et là, on a toute notre place dans cet accompagnement. Et là, j'allais dire, c'est même pas sur des 10 séances, ça peut être un accompagnement au long cours. Et on a vraiment ce rôle, il est très important et ça marche très très bien. Et on soulage quand même beaucoup les patientes quand on arrive à les voir à des stades qui ne sont pas encore trop importants. Comment peut-on diagnostiquer le problème chez une femme qui a un prolapsus du 2e degré et à chaque fois qu'on utilise l'électrostimulation avec une sonde, elle souffre d'une hémorragie vaginale à la fin de chaque séance? Alors, la première chose à laquelle je pense, c'est l'état trophique de la muqueuse de cette patiente. Parce que si elle saigne, c'est qu'il y a une irritation. Elle doit certainement saigner aussi au moment des rapports sexuels. Donc là, effectivement, il faudrait voir avec le gynécologue. Je ne pense pas que ça soit le prolapsus qui saigne. Je pense réellement que c'est la muqueuse ou le col qui est fragile. Donc, il faut dans ces cas-là suspendre effectivement l'électrostimulation, voir avec le gynécologue pour remettre en place une bonne trophicité de la muqueuse, voir éventuellement s'il n'y a pas des fibromes au niveau utérin qui du coup seraient entre guillemets stimulé et qui ferait que ça saigne après les séances d'électrostimulation. C'est difficile sans avoir le bilan complet là, de la patiente. Après, chez des femmes avec des prolapsus, on va aussi faire attention au type de sonde qu'on utilise, surtout quand la muqueuse n'est pas bonne. Donc, c'est vrai qu'on peut utiliser parfois des sonde plutôt que d'utiliser ce type de sonde où on va avoir le courant qui va arriver sur la vessie ou éventuellement sur l'utérus en fonction de comment on va le positionner, qui pourrait être irritant et en plus on va perdre de l'efficacité, peut-être aller chercher des sondes plus ovoïdes où on va pouvoir avoir du coup la stimulation sur les côtés et placer le prolapsus au-dessus qui va être moins gênant. On peut également avoir ce type de sonde-là où on va pouvoir du coup aller chercher une position confortable pour la patiente. Donc, c'est aussi à nous d'adapter. Et puis, si on veut réellement faire de la stimulation chez cette patiente, on peut aussi penser à passer par la voie anale. Il ne faut pas hésiter parfois à proposer la voie anale qui, pour certaines patientes, finalement est plus confortable. C'est pas parce que nous, dans notre tête, on se dit qu'effectivement, au niveau vaginal, on a plus l'habitude d'être examiné sur cette zone-là et que du coup, on le vit mieux. Il y a des patientes qui le vivent effectivement mieux de passer par le traitement par la voie anale
Et comme je le disais dans la formation, sur les grosses B1, sur les grosses hypotonies profondes, la voie anale est parfois une très bonne voie d'accès. Donc, il faudrait le bilan de la patiente, parce que comme ça, et voir avec le gynécologue. Mais là, moi, ça me fait penser soit à des fibromes, soit à une muqueuse de mauvaise qualité et qui est trop fragile. Donc, traitements locaux pour refaire la flore vaginale et la muqueuse vaginale d'abord, avant la rééducation. Alors, le blocage de l'urètre peut être dû à quoi? Alors, je l'ai laissé, j'ai hésité parce que je ne comprenais pas très bien cette question. Puis après, j'ai réfléchi à la formation et je me suis dit que je pense que c'était lié au fait que j'avais mis que ça pouvait être une contre-indication relative à l'électrostimulation. Donc, quand est-ce qu'on peut avoir un urètre bloqué? Par exemple, quand il y a eu des nombreuses chirurgies, on parle d'urètre bloqué, c'est-à-dire qu'il devient hypomobile parce qu'il y a des grosses fibroses, parce qu'il y a eu de la radiothérapie, par exemple, localement, et du coup, ça va être dû à un remaniement du tissu conjonctif sur cette zone-là. Et c'est vrai qu'au départ, on va plutôt aller travailler en tissulaire, aller, on va dire, retravailler la zone, lui redonner de la mobilité. Et c'est vrai que parfois, la stimulation peut être extrêmement désagréable, voire tirer trop et créer des saignements, mais surtout, elle ne sera certainement pas efficace. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une contre-indication relative. Si ce n'était pas ça le sens de la question, vous me la reposez à côté et je reviendrai dessus. Autre question suivante. Ah, c'est les deux dernières. Je vous ai gardé les deux dernières, les deux meilleures pour la fin. Donc, à partir de quel âge on peut travailler la rééducation périnéale chez les enfants et est-ce qu'on peut utiliser l'électrostimulation chez les enfants? Alors, déjà, tout dépend de ce qu'on veut travailler chez l'enfant. Est-ce qu'on veut travailler la sphère anale, c'est-à-dire plutôt les encoprésies et ce type, les constipations, ou est-ce qu'on veut, ou les incontinences anales d'ailleurs, ou est-ce qu'on va plutôt travailler sur la sphère urinaire, où là, on est plutôt sur des immaturités vésicales avec des urgenturies, des fuites, et du coup, ça ne va pas forcément être au même âge. Pourquoi? Parce que le contrôle sphinctérien anal apparaît avant le contrôle urétral. Je m'explique, un enfant, à partir de 2 ans, est capable de retenir ses selles et normalement, du coup, de les libérer. Alors qu'on tolère qu'il y ait des accidents, entre guillemets, de fuite ou d'énurésie jusqu'à 5-6 ans, car le contrôle vésical est beaucoup plus complexe au niveau du système neurologique à mettre en place. Du coup, on peut commencer plutôt une rééducation de constipation chez un enfant qu'une rééducation urinaire. Donc, à partir du moment où l'enfant est capable de sentir, de comprendre, on va pouvoir commencer à travailler. Donc, au niveau anal, on va, je dirais qu'à partir de 4-5 ans, chez un enfant qui est bien éveillé, qui a une bonne perception. En tout cas, on va pouvoir travailler sur la posture, sur la respiration avec des petits jeux, sur le travail abdominal, sur apprendre aux parents à masser le ventre. Enfin voilà, on va avoir un certain nombre de choses qu'on va pouvoir faire. Et puis, au niveau urinaire, moi, j'essaie toujours d'attendre quand même cette maturité du système neurovégétatif et de l'intégration corticale, donc plutôt 6-7 ans. Après, il y a des enfants qui sont en avance chez qui on peut essayer plus tôt. L'électrostimulation, est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors, moi, je ne travaille jamais, sauf cas très particuliers de malformation, tout comme ça, je ne travaille pas en intracavitaire chez les enfants. On travaille avec des électrodes cutanées et effectivement, on peut, sur des vessies, si on a un bilan urodynamique, justement avec des vraies instabilités détrusoriennes et sur des dysynergies vésico-sphinctériennes, on peut être amené à faire de l'électrostimulation à visée de détente, comme donc du 10 Hz, comme on faisait. Et c'est vrai que c'est là où moi, je l'utilise souvent en suspubien et ça marche plutôt pas mal. C'est une voie d'abord qui ne fait pas peur à l'enfant
et ça peut être efficace assez rapidement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise. Mais voilà, c'est ce qu'Hugo disait tout à l'heure. On est en train de préparer cette formation sur la pédiatrie. Elle va arriver. Voilà. On attend d'être déconfiné pour pouvoir la tourner. Mais voilà, toutes ces questions-là, il y a des vraies questions à reprendre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup aussi de comportemental et c'est beaucoup de gestion des parents également pour les troubles périnéaux des enfants. La dernière question qui avait été posée à l'avance, et après, je vais aller faire un petit tour sur celle que vous avez posée en direct. Donc, est-ce qu'on peut considérer que les femmes fontaines ont en fait un trouble vésical lors d'un rapport? Alors, cette histoire de la femme fontaine, c'est une mythe ou réalité. Je crois que ça perturbe les hommes depuis la nuit des temps. C'est vraiment la question, c'est un peu comme le point G, ça fait partie des choses qui sont vraiment une vraie question. Alors, depuis très peu d'années, essentiellement là, depuis 2010, 2013, 2015, il y a énormément d'études qui ont été faites pour étudier, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas réellement fait d'études. Donc, en fait, il faut dissocier deux choses. Il faut dissocier lors de l'orgasme et du rapport sexuel, la femme, il y a deux types d'émissions qu'on va retrouver. Il y a ce qu'on appelle l'éjaculation féminine, où maintenant on sait, c'est une petite quantité d'une sécrétion qui est plutôt épaisse, qui va contenir d'ailleurs des PSA, donc c'est vraiment résidus prostatiques, glandes de Skene et vraiment des glandes vestibulaires qui vont venir sécréter à l'instar de l'éjaculation chez l'homme, ce liquide au moment de l'orgasme, de l'orgaste plus exactement. Donc ça, ce n'est pas le phénomène de la femme fontaine parce que ce sont des petites quantités qui souvent passent inaperçues au milieu, on va dire, de la mouillure vaginale classique. Après, on a ce que maintenant on appelle le squirting, où on a trouvé un autre nom, j'ai trouvé un deuxième nom, moi, que je ne connaissais pas. Donc, je l'ai noté parce que comme ce sont des noms barbares, vous voyez, il n'y a que des hommes pour inventer, c'est le gushing. Voilà, donc le squirting que je connaissais déjà et le gushing. Là, par contre, ce sont des sécrétions d'origine vésicale. Ça, on le sait. C'est donc, ça vient de la vessie, c'est lié à une contraction de la vessie. Et ça arrive chez des patientes, pour qu'on puisse dire que ce sont des femmes fontaines, c'est des patientes qui n'ont aucun trouble d'hyperactivité vésicale ou aucun trouble d'incontinence à l'effort en dehors du rapport sexuel. Pourquoi? Parce que ce sont des grosses quantités, que lorsque les études sont faites, donc là il y a Salama et Devo qui ont fait une étude qui a été publiée en 2013, ils l'ont complétée ensuite, justement, où ils ont vraiment fait ça sur une trentaine ou une quarantaine de femmes fontaines, donc qui n'ont vraiment des femmes qui n'avaient aucun trouble en dehors des rapports sexuels. Donc, ils ont fait des échographies avant, pendant, après. Donc là, c'était la masturbation à la main ou avec un sextoy. Et ils ont donc bien vu que c'était la vessie qui se remplissait et qui se vidait, et qu'elles n'avaient pas ces phénomènes-là si leur vessie était vide. C'est-à-dire si elles allaient uriner au milieu et qu'elles revenaient, elles avaient moins de liquide, et que c'était du coup des quantités énormes qui pouvaient sortir. Ça pouvait aller jusqu'à 300 millilitres. Donc, d'où cette sensation des femmes d'uriner, parce qu'effectivement, ça va passer par le canal comme une miction. Sauf que ce ne sont pas des réelles mictions, parce que lorsqu'on analyse le liquide, il est très, 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 très peu dilué, en fait. Donc, c'est vraiment lié à l'excitation sexuelle et à une augmentation de la filtration rénale au moment du rapport sexuel chez ces femmes-là, qui fait qu'elles vont, au moment de l'orgasme, avoir une contraction vésicale qui va éliminer le contenu de leur vessie. Alors, la question serait, parce qu'il y a des femmes que ça ne gêne pas, les hommes, ça ne les gêne pas du tout, il y a des femmes que ça ne gêne pas et il y a des femmes que ça dérange. Alors, il y a certaines femmes, dans l'étude, il a été démontré que plus les femmes étaient matures et plus elles arrivaient à
contrôler ces squirtings, c'est-à-dire à ne pas les avoir si elles ne voulaient pas parce qu'elles ne connaissaient pas bien leur partenaire, voilà. Alors que quand les femmes sont jeunes, elles ont beaucoup plus de mal parce qu'elles connaissent moins bien leur périnée et que du coup, elles arrivent moins à bloquer et à ressentir ces émissions avant qu'elles arrivent. Donc, c'est important d'accompagner ces femmes-là car elles ont le droit de pas vouloir que ça arrive et d'apprendre à le contrôler. Ils ont aussi mis en avant un élément très intéressant qu'ils ont appelé les hommes sourciers. Car vous avez toutes entendu qu'il y a des hommes qui disent « moi, avec moi, à chaque fois, chaque femme, toutes les femmes, elles sont fontaines ». Et ça viendrait du fait que ce phénomène du squirting et de l'augmentation de la filtration rénale lors de l'excitation serait justement lié à cette partie spécifique du vagin qu'on appelle point G, ou en tout cas région G, mais vraiment de ce complexe qui est situé à peu près à 2 cm après l'entrée du vagin, sur la paroi antérieure et sur une largeur d'environ 3 cm, qui d'ailleurs est la zone que les femmes fontaines stimulent lors de la masturbation ou à la main ou avec un sextoy pour obtenir cet orgasme avec squirting. Donc, voilà, c'était le petit point qu'on pouvait faire. Donc, on différencie. On peut avoir des femmes qui ont des fuites urinaires pendant le rapport parce que ce sont des fuites à l'effort ou des fuites positionnelles du pénis qui va stimuler la vessie ou qu'elles ont une vessie qui est hyperactive et que ça va déclencher. Et il y a des femmes qui n'ont aucun souci. Et finalement, c'est elles qu'on devrait appeler les femmes fontaines. C'est ces femmes qui n'ont aucun souci. Et donc, je vous laisse tout de suite comprendre par vous-même que potentiellement, toute femme est une femme fontaine. Quel est l'effet de l'allaitement sur le périnée et sur la rééducation en postpartum? D'accord. Alors, très bonne question qu'on pose souvent. Eh ben, quand on allaite, on se maintient et qu'on n'a pas encore eu son retour de couche. Il y a 2 phénomènes en fait, qui sont importants dans l'allaitement. C'est l'allaitement et le retour de couche. Donc, lorsqu'on allaite et qu'on n'a pas encore eu son retour de couche, en fait, on est toujours au niveau hormonal dans l'état de grossesse. C'est-à-dire, on est plutôt avec un plancher pelvien qui est un peu hypotonique et qui a une grande élasticité. Du coup, ce n'est pas le moment qui est le plus favorable pour faire, en tout cas, du renforcement musculaire. Donc, c'est pour ça que des fois, il vaut mieux attendre un petit peu pour faire la rééducation. Il n'y a pas d'urgence. Chez les femmes qui allaitent, je parle quand elles n'ont pas de gros symptômes, bien sûr. Je parle toujours dans un postpartum classique. Mais une femme avec peu de symptômes, qui allaite et qui n'a pas de retour de couche, on y va doucement, ou en tout cas, on sait très bien qu'on va travailler plutôt sur du postural, sur du perceptif et sur plus du éviter que des choses apparaissent et remettre la machine en route que réellement sur du renforcement musculaire. C'est très compliqué de faire du renforcement musculaire pendant l'allaitement tant qu'il n'y a pas eu de retour de couche. On estime qu'il faut 1 ou 2 cycles après le retour de couche pour vraiment avoir récupéré un taux hormonal qui permette de faire du renforcement, à proprement parler. Parfait. Donc, question suivante. Pourriez-vous nous faire un bref résumé des techniques pour la rééducation des prolapsus et détailler le rôle du PCR dans ce cas? Alors, les prolapsus. Alors déjà, ça dépend de quel prolapsus on parle. Est-ce qu'on parle du vésical, est-ce qu'on parle de l'utérin ou est-ce qu'on parle de la rectocèle derrière? Parce que ce n'est pas du tout la même chose. La rectocèle, ça va vraiment se travailler, c'est une constipation, donc ça va vraiment se travailler comme une constipation, donc vraiment par la voie anale et par l'anneau rectal. Donc ça, c'est vraiment l'élément important et c'est essentiellement du tissulaire. Donc c'est sur les rectocèles, moi j'avoue que j'utilise pas mal la Técart, ça fait partie des choses. Parce que du coup, on a quand même le fait qu'on puisse travailler au niveau cellulaire de façon un petit peu plus importante et pas que au niveau mécanique. Donc, et les PCR fonctionnent très peu sur les rectocèles, en tout cas quand elles sont isolées. Après, il est rare d'avoir une rectocèle isolée. En général, elle est liée à une cystocèle ou une hystérocèle, mais de toute façon, voilà, on a souvent le plan antérieur également. Donc, cystocèle et hystérocèle, on va déjà aller retravailler
tout le tissu conjonctif. Donc, on va aller retravailler toutes les adhérences, les cul-de-sac, on va aller éviter, remettre toutes les tensions, parce que les muscles en général sont extrêmement tendus. C'est aussi pour ça qu'ils perdent leur contractilité, parce que en fait, ils peuvent se positionner un peu comme un lumbago, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre, clac, on verrouille tout, parce que ça tire trop, ça fait mal et on n'arrive pas à remplir notre rôle. Et en fait, on va se retrouver avec des muscles qui contractent très peu, parce qu'ils essayent d'être en survigilance. Donc, il faut d'abord leur redonner de la mobilité et ensuite, on va les renforcer. Pour pouvoir leur éviter d'être en surcharge constante, c'est là où le PCR, il a un vrai rôle. Le PCR, il a un rôle pour soulager la pesanteur et il a un rôle pour maintenir les viscères en place, donc l'utérus ou la vessie, et du coup, arrêter de surcharger constamment ce plancher pelvien qui, du coup, finit par ne plus pouvoir être compétent. Alors, les PCR, là, j'en ai pas ici, malheureusement, j'ai que les cubes et les pyramides. Donc, le rôle du PCR, c'est vraiment de maintenir les organes à leur place, d'éviter du coup chez des femmes par exemple en postpartum de pouvoir permettre aux fascias et aux tissus conjonctifs de cicatriser dans une position courte et pas dans une position allongée où ça tire dessus puisque les muscles sont pas assez forts. Donc ça a un vrai rôle aussi au niveau symptomatique parce que ça va soulager la pesanteur. Ça peut malheureusement, dans certains cas, faire flamber ou en tout cas faire apparaître une incontinence urinaire masquée, justement. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent des tests au PCR avant les opérations pour justement voir si on risque d'avoir une incontinence ou non derrière, parce qu'il y a des patientes qui préfèrent être continentes et avoir leur prolapsus que de ne plus avoir le prolapsus et être incontinente. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des choses qui se discutent. Et puis, derrière, on va faire beaucoup de travail postural, beaucoup de travail de renforcement, mais surtout, je vous dis, insister sur la mobilité, du travail concentrique, du travail tissulaire avec vos mains, du travail debout, beaucoup de travail debout, en mouvement, en s'accroupissant, en se relevant, en portant, tout ce travail de verrouillage anticipatif. Voilà, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir travailler. Je ne sais pas si ça vous suffit, si vous voulez plus de détails, dites-moi. Ça va? Écoute, ça a l'air d'aller. Sur les prolapsus. Hein. Donc ensuite, pourriez-vous nous faire un bref résumé? Alors non, c'est celle-ci. Alors, quel type de sonde tu recommandes sans diminution de taille vagin pour personnes ayant un prolapsus et plus généralement dans les autres cas? Alors, donc, pas de diminution de taille, pas d'augmentation non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je les ai pas toutes, elles sont là-bas. Oh, j'en ai plein. Vous connaissez les noms ou pas? Sinon, vous me donnez 2 secondes. Je vais vous chercher mon onde. J'en ai pour 3 secondes. Alors, je dois avoir à peu près tout ce qui existe en sonde. Donc, pour une patiente, on va dire, avec un vagin normal, ni trop fin, ni trop large, et ni trop long, la logique voudrait qu'on prenne celle-là. Mais moi, j'aime pas celle-là. J'avoue, hein, j'aime pas parce qu'elle tombe, elle s'en va. Donc, si on a une bonne mobilité et si on veut travailler plutôt vers l'avant et plutôt sur la fermeture, c'est vrai que j'aime bien celle-ci parce que le prolapsus, il se met au-dessus, parce que du coup, on est bien, même si… mais c'est vrai que des fois, elle peut être un peu large. Donc, je reprends celle que j'aime beaucoup, c'est celle-ci, l'Optima, parce qu'on peut énormément l'adapter à droite, à gauche, au milieu. On peut aller vraiment chercher des zones de perception. On peut vraiment l'adapter et on peut mettre, comme on branche en fait 2 des 3 boules, on peut aller la mettre très profond, donc elle est stimulée très profond par cette boule-là, mais on peut aussi rester à l'extérieur, laisser une boule à l'extérieur et stimuler en peu profond. On peut faire une stimulation
interne, externe, chez des patientes qui sont douloureuses au niveau de la fourchette, par exemple. Donc, c'est vrai que je trouve que j'aime beaucoup celle-là parce que je trouve qu'on peut faire énormément de choses différentes avec. Après, sinon, je vais rester sur… moi, j'aime bien les petites comme ça. J'aime bien celle-ci, la TP2B. J'aime bien, on va dire que on va croire que j'ai des actions chez Sugar, hein, mais, parce que malheureusement, c'est celle-là, mais après, il y en a dans le même style. Hein. J'aime bien aussi la Perisize parce que du coup, on peut aller travailler, on peut dissocier devant, derrière ou droite-gauche. Donc, ça permet d'avoir un travail beaucoup plus fin avec les patientes et du coup, d'avoir une localisation. Si on veut faire de la stimulation particulière, comme par exemple sur un côté, je repense à la question sur l'hémiplégie, elle peut être intéressante pour ça, comme celle-là, parce que du coup, on va pouvoir aller stimuler plus un côté que l'autre. Donc, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que chez une patiente qui va pas mal, si ça pousse pas et si elle a un prolapsus et que ça le pousse pas, j'aime bien celle-là. Mais sinon, voilà, je reste, c'est mon trio fétiche, ça va être celui-là, quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis la tampon, elle est bien aussi, la petite tampon. Après, j'avoue, hein, mais ça c'est personnel que j'aime pas beaucoup, j'aime pas celle-ci en fait. À la limite, je préfère encore celle-là, mais c'est vrai que j'aime pas parce que c'est un côté phallique déjà. Moi, ce truc phallique me dérange, hein, je l'avoue. Et puis parce que au niveau ergonomique, c'est pas forcément ce qui correspond le plus à un vagin, en tout cas à la position des muscles. C'est pour ça que je ne suis pas fan. Et puis, j'aime beaucoup travailler debout. Et debout, c'est lourd, quoi. Elles ne tiennent pas. Donc, les patientes, on ne sait pas vraiment comment fonctionne leur périnée puisqu'elles sont constamment en train de contracter pour être sûr que la sonde, elle ne va pas sortir. Donc, c'est voilà, moi, mon trio, il est plutôt sur celle-ci, en fonction. Voilà. Allez, encore une petite question de Delphine. Bonjour, dans votre testing, quelles images ou ordres donnez-vous en fonction de la zone testée? Entre parenthèses, profond, superficiel. D'accord. Alors, je travaille. Alors, ça, c'est moi. Alors, déjà, quand je travaille en superficiel, je laisse mes doigts en superficiel pour avoir déjà un… Tenez, j'ai mon bassin. Je l'ai, mon bassin. Donc, je vais déjà, moi, je teste déjà toujours en externe. Donc, en mettant mon doigt là, et je vais demander à la patiente, toujours contracter pour savoir ce qu'elle sait faire ou pas et voir ce que ça va donner. Donc, déjà, je vais vérifier qu'il n'y a pas une inversion de commande. Et puis après, je vais effectivement aller travailler un peu en interne. Bon, là, je ne pourrais pas mettre les deux doigts à l'intérieur. Hein. Et je vais commencer par travailler, par exemple, en écartant un petit peu mes doigts, lui demander si elle sent que j'écarte mes doigts. Et elle va me dire oui, je sens. Je vais lui dire essayez de resserrer mes doigts. Et là, je vais être plutôt sur les bulbos caverneux et plutôt sur les superficiels. Et puis après, je vais aller beaucoup plus au fond. Et j'aime bien, en tout cas pour le testing, pour tester au départ, j'aime bien, moi, effectivement, écarter et rapprocher parce que ça me donne aussi une notion de la symétrie entre les deux côtés. Après, quand je veux vraiment faire du testing de force, là, je vais aller de chaque côté et je vais mettre des résistances pour voir. Après, dans les imageries, pour aller activer le plancher profond, le plancher superficiel, moi, je leur donne, c'est imaginer la petite goutte d'urine qui va sortir. Ça, c'est la première chose, comme si vous vouliez bloquer la petite goutte d'urine, où c'est vraiment l'imagerie du stop pipi. Pour le plancher superficiel, ça peut être retenir un gaz, parce que c'est vraiment le sphincter anal. Et puis, si on va sur la sphère un peu plus sexuelle, ça va être vraiment serré comme si vous vouliez serrer le pénis de votre partenaire. À la base, par exemple, si elle est assise sur lui et qu'elle voulait serrer à la base. Parce que ça, en général, c'est des choses qu'elles font. Donc, elles ont ça en souvenir quelque part dans leur schéma corporel. Et puis, si elles ne le font pas, on leur apprend comme ça. Et donc là, on va être plutôt sur le superficiel. Ce que je peux être amenée à faire aussi, c'est à leur demander de mettre leurs doigts autour du clitoris et leur demander de serrer, pareil, la petite goutte. Sinon, je peux avoir cette imagerie de leur dire
comme une virgule, comme si on voulait remonter la paroi antérieure contre la symphyse pubienne. Ça marche pas mal aussi, mais c'est vrai que des fois, pour le plancher superficiel, leur faire mettre les doigts au niveau du clitoris pour qu'elles sentent que le clitoris il descend et il est plaqué sur la symphyse pubienne, c'est souvent une bonne imagerie et c'est un de ces rôles principaux au plancher superficiel, l'excitation sexuelle et entre autres la stimulation clitoridienne. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller le tester sur cette fonction-là et sur le fonction de l'arrêt urgent de l'urine. Après, pour le profond, c'est vrai que moi, je joue beaucoup plus sur la sphère anale, donc c'est vraiment retenir une envie d'aller à la selle parce que c'est là où on va activer le plus la sangle des puborectaux et donc vraiment le muscle releveur de l'anus, c'est vraiment quand on va à la selle et quand on retient une envie d'aller à la selle qu'on va vraiment l'utiliser. Et puis après, je retombe sur mes imageries de serrer sur mes doigts comme sur le pénis de votre partenaire. Et puis, si je veux aller de l'entrée vers l'intérieur, j'aime bien l'imaginer. Alors, le spaghetti, effectivement, qu'on avale, ou comme si on buvait à la paille avec son vagin. C'est des petites imageries voilà, qui en général passent bien. Je vous avoue que je ne suis pas une fanat de la grotte et de la vague et de tout ça. Mais je l'assume totalement. Alors, avez-vous une expérience pour des douleurs du vestibule liées à des irritations, mais aucune efficacité des différentes crèmes, hydratantes ou antalgiques, type lidocaïne? Avez-vous des pistes de traitement? Parce que là, moi, j'ai une piste de traitement. Alors moi, pour toutes ces pathologies-là, je vous conseille un livre à lire qui s'appelle « La Révolution rose, le microbiote vaginal ». C'est Rika, je ne me souviens plus de son nom, qui a écrit ce livre avec un gynécologue, qui est donc, c'est un peu comme celui sur l'intestin, mais c'est vraiment sur le microbiote vaginal. Elle reprend tout, c'est extrêmement documenté, c'est vulgarisé pour les patientes, c'est très bien, mais pour nous, on a toutes les études scientifiques, et justement, elle reprend toutes ces problématiques des irritations qui sont justement qui deviennent à la fin complètement, qui réagissent plus à aucun traitement. Pourquoi? Parce que là, on passe dans de la sensibilisation centrale, en fait. Donc là, cette patiente-là, il faut aller la travailler vraiment sur le neurovégétatif, sur la sensibilisation centrale, parce que, et bien jouer sur refaire son microbiote vaginal, redonner une bonne lubrification, une bonne humidité, parce que c'est vrai que les crèmes, au bout d'un moment, elles ne marchent plus. Donc, on peut retenter par le vagin avec des probiotiques vaginaux. Là, il y en a plusieurs qui existent. Alors, je ne veux pas faire de pub, donc j'essaie d'en trouver. Là, j'ai Florginelle qui me vient en tête de chez Prad, mais il y en a d'autres qui sont des gélules probiotiques. Et ensuite, on a la crème qui va avec parce que c'est notre microbiote vaginal qui nous protège de tout et qui protège tout notre vestibule, en fait, et qui lui permet d'être humide et qui permet qu'on ait une bonne santé de cette zone-là. Et une grosse partie de ces pathologies sont vraiment liées à la récurrence des douleurs, à la récurrence des irritations qui fait que les récepteurs nerveux sont totalement devenus, on va dire, fous, ils sont complètement déréglés. Et au niveau du système nerveux central, la zone représentative du vestibule, elle aussi, est devenue complètement surréactive, ce qui fait que dès qu'on touche, dès qu'on s'approche, dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, c'est « aïe, j'ai mal ». Il faut vraiment imaginer, là, il faut vraiment aller travailler sur les neurosciences. Pour ceux qui ont fait des formations, c'est extrêmement intéressant, si vous faites de la douleur chronique, d'aller voir tout ça, parce que moi, je traite énormément ces patientes-là via les neurosciences, via la désensibilisation. C'est pour ça qu'après, je suis allée voir d'autres choses comme l'hypnose, voilà, qui sont aussi très intéressantes. Et dans les nouvelles choses que j'essaye et qui ont l'air de bien fonctionner, mais il faut d'abord avoir bien remis le microbiote en place et avoir bien assaini la zone. La T-CAR-thérapie marche très bien pour désensibiliser justement sur ces patientes parce qu'on peut travailler à distance dans un premier temps et on n'est pas obligé de travailler tout de suite en local sur cette zone irritée et on a un bien-être, même quand on travaille sur la zone en local, sans bouger, on a un effet tout de suite d'apaisement de la patiente. On peut essayer les courants aussi endorphiniques
qui peuvent marcher bien, parce que là, il faut vraiment penser à cette hypersensibilisation centrale. Et donc là, on n'est plus seulement sur travailler la zone, il faut vraiment travailler le niveau de stress de la patiente globalement par rapport à ce symptôme-là. Et finalement, c'est elle en globalité qu'il faut prendre en charge et pas juste son vestibule dans ces cas-là. Alors, bonjour, est-ce que vous conseillez à vos patientes de contracter ces MPP régulièrement pendant toute sa vie? Merci. Eh ben non, je suis embêtante, hein, mais non. Non, en fait, normalement, si vous avez bien fait votre rééducation, si votre patiente elle est bien posturée, si elle a une activité physique régulière, eh bien normalement, son plancher pelvien, il se contracte et il travaille un petit peu tout le temps. Donc, je ne vais pas forcément lui demander de le contracter, de faire des séries de contractions tout le temps si elle a une activité physique régulière. Après, une patiente qui est sédentaire et qui fait pas du tout de sport, pas du tout de marche, pas du tout de choses comme ça, oui, je peux être amenée à lui dire de le faire. Je leur dis surtout, c'est de régulièrement, mais ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, faire le petit programme qu'elles avaient et de voir comment ça se passe. Et si elles ont l'impression d'avoir perdu en force, en efficacité, en sensation, et ben du coup, de recommencer. Après, voilà, une patiente, quand elle va bien, si elle n'a plus de symptômes et si elle va bien, elle entretient son plancher pelvien comme les autres muscles de son corps. Donc, elle fait des petites séries de contractions, mais de temps en temps. Mais si elle a une activité, il y a plein de sports qui permettent de travailler globalement. De toute façon, quand elles travaillent leur transverse de l'abdomen, c'est-à-dire qu'à chaque fois, normalement, qu'elles font une activité physique, que ça soit du yoga, du pilates, du sport, de la course, normalement, si elles la font bien et que leur plancher pelvien a bien récupéré, que le verrouillage est bien en place, ils se contractent naturellement en même temps. Donc, je ne suis pas une grande fan du périnée transverse systématique et je ne suis pas une grande fan de dire aux femmes, toute votre vie, vous allez devoir faire des exercices du périnée. Comme des autres muscles, vraiment, c'est la même chose. Toute leur vie, elles vont faire du sport, elles vont faire de l'activité physique pour s'entretenir. Et ben, elles vont entretenir leur périnée de la même façon. C'est la même chose. Voilà, il y a une petite question que j'ai vue passer là qui prend 3 secondes à répondre sur les dispositifs intravaginaux. Moi, je leur fais essayer en général au cabinet avec des protèges-sondes pour voir si ça leur convient, si elles se sentent, un peu comme on fait avec les PCR, hein, si elles se sentent de l'utiliser. Et une fois qu'elles disent oui, oui, moi ça me convient ou je préfère celui-là, après elles l'achètent elles pour pouvoir travailler à la maison plus facilement. Alors, il y en a juste une petite rapide, parce qu'on me demande la réponse partout, qui concerne la reprise du sport après l'accouchement, notamment le footing. Alors, le footing, c'est simple, vous allez aller regarder sur Doctissimo. Je viens de faire un article avec une coach sur Doctissimo sur les sports à impact et dont on parle du footing d'ailleurs. Alors, tout dépend Déjà, ça dépend d'une chose. Est-ce que la patiente courait déjà avant? Donc, une patiente qui ne courait pas, elle ne se met pas à courir en postpartum. Hein. On ne commence pas un sport qu'on n'a jamais fait en postpartum. Donc, par contre, une grande coureuse avant, on va la faire reprendre relativement vite. À partir du moment où on voit que son plancher pelvien, il est capable de tenir. Donc, on va la mettre sur des plans instables. On va la tester au cabinet, on va travailler son geste de course, elle va rechanger ses chaussures, elle va, pour qu'elle soit adaptée, parce qu'après la grossesse, forcément, ses voûtes plantaires se sont modifiées. On va éventuellement mettre des semelles en gel pour absorber et éviter qu'il y ait trop d'impact au départ. Et surtout, voilà, on va vérifier qu'elle respire bien, que son diaphragme n'est pas bloqué. Et moi, je les fais reprendre assez rapidement, hein, les grandes coureuses, si leur plancher va bien, s'il ne va pas trop mal. 5 minutes on court, 5 minutes on marche, 5 minutes on court, 5 minutes on marche. Voilà, et on y va progressivement. Mais je les fais systématiquement reprendre avant la fin de la rééducation, parce que si leur but, c'est de reprendre la course à pied, moi, je veux être capable de savoir si elles arrivent à courir ou pas. Il faut qu'elles aient atteint leur objectif avant la fin de ma rééducation, sinon, ce n'est pas possible. Sinon, il va y avoir un souci. Mais je n'ai
je peux pas donner de date. Moi, je demande qu'elles allaitent normalement pas trop parce que c'est quand même pas bon pour les seins aussi, hein, de courir en allaitant. Il faut vraiment bien serrer. Et puis, on peut, chez certaines, s'il y a une petite hypermobilité au niveau viscéral, eh ben, on peut leur faire mettre un PCR juste pour la course. On peut leur mettre, il y a un autre petit dispositif aussi qui s'appelle Divine, qui permet de bloquer, c'est-à-dire que quand la vessie va se remplir, ça va venir faire un soutien urétral chez des patientes qui ont des petites fuites à la course et qui sont dérangées. Mais dans le postpartum, on fait attention à l'allaitement et au retour de couche. Donc, des femmes qui n'ont pas allaité et qui ont eu leur retour de couche à 1 mois et demi, moi, à 2 mois, elles peuvent courir. Hein. Enfin, c'est exactement, vous voyez, là, c'est ce que j'ai fait ce matin avec une jeune femme qui a accouché par césarienne. Elle a 2 mois, elle a son retour de couche depuis 1 mois. Elle n'a pas allaité. J'ai testé son périnée, il va bien. Elle m'a dit, est-ce que je peux courir? Je lui ai dit, allez-y, vous commencez. Vous me faites une demi-heure, 5 minutes, enfin 5 minutes de course, 5 minutes de marche, 5 minutes de course, 5 minutes de marche, 5 minutes de course, 5 minutes de marche. Et elle était extrêmement heureuse quand je l'ai revue tout à l'heure. Et elle a eu aucun problème, aucune douleur, juste des courbatures dans les cuisses comme toute personne qui reprend une activité sportive. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions.